1200 Congolais sont demandeurs d'asile chaque année depuis une certaine période en Belgique. Des chiffres qui placent la République démocratique du Congo en première place dans les top 20 des pays demandeurs d'asile en Belgique. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Comment y remédier? Nous recevons sur ces plateaux magiques des blocs et les secrétaires d'État à l'asile et à la migration. Madame, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et à ses côtés, nous avons Freddy Rosemont, vous êtes directeur général de l'Office de l'étranger. Bienvenue également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes en séjour à Kinshasa. Comment vous avez trouvé la ville? Est-ce qu'elle vous paraît aussi hospitalière? Certainement, l'accueil était très chaleureux. Il y avait des gens à l'hôtel pour me rencontrer. C'était très chaleureux. Pas de tracasseries? Pas du tout, on n'a pas eu de problème, aucun. Tout le monde était très enthousiaste à nous voir. Alors, vous êtes ici à Kinshasa après le séjour de Monsieur Freddy Rosemont qui était à Kinshasa, je crois, au mois de juin passé, et avec un message très clair sur la migration clandestine. C'était pour faire comprendre aux Congolais qu'ils doivent mieux se sentir chez eux. Est-ce que c'est le même message que vous apportez aujourd'hui aux Congolais qui nous suivent? Certainement, c'est vraiment nécessaire d'informer la population ici concernant toutes les conséquences d'un séjour irrégulier dans notre pays et tous les dangers aussi. Monsieur Freddy Rosemont, nous avons assisté à votre conférence de presse. Quels sont les résultats après quelques mois? Si vous faites dresser un bilan. Comme souvent, le premier mois, ça baisse un petit peu, mais ça reprend assez vite. C'est pour ça qu'on pensait, le secrétaire d'État et moi-même, qu'on devait revenir, que je devais amener le secrétaire d'État avec moi pour voir... C'est un renfort que vous avez demandé alors? C'est un renfort fort que j'ai demandé parce que c'était nécessaire d'utiliser tous les moyens possibles. Le Kinshasa et le Congo, la RDC, c'est un pays formidable, mais quand même, il faut mettre les gens au courant de ce qui se passe en Belgique. Qu'est-ce qui explique, madame, qu'aller aujourd'hui vivre en Belgique est devenu très compliqué? C'est-à-dire que quand on se trouve dans une situation irrégulière, ce sont vraiment des circonstances pénibles pour vivre en Belgique parce qu'on n'a pas le droit de faire un travail, d'avoir un séjour comme les autres gens. Alors il y a beaucoup de dangers dans cette façon de vivre. Je le disais tout à l'heure, si l'on se réfère au dernier rapport des top 20 des pays demandeurs d'asile, la République démocratique du Congo occupe la première place avec un taux élevé des femmes, bien sûr. Qu'est-ce que vous donnez comme explication à ce phénomène? Nous sommes toujours en tête avec 115 par mois maintenant. Nous, on ne peut pas expliquer pourquoi les femmes sont maintenant de plus en plus des demandeurs d'asile. On peut juste penser qu'il y a des raisons économiques, mais c'est la même pour les hommes. On peut peut-être trouver la solution ici. Et par rapport à la situation générale des Congolais qui demandent l'asile en Belgique, quelles sont les raisons que vous attribuez à ce phénomène-là, Monsieur Freddy? En effet, 90% vient de Kinshasa. C'est vraiment pas la région la plus problématique du RDC. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont améliorer leur situation socio-économique. Ils viennent sans doute chercher une meilleure vie, mais malheureusement, la procédure d'asile n'est pas une procédure destinée pour ça. Mais nous savons tous que la misère est parmi les premières causes de ces phénomènes. Est-ce que vous avez, dans votre stratégie de lutte contre la migration clandestine, prévu un programme dans ce sens-là, de lutte contre la pauvreté, par exemple, appuyer la RDC? On appuie la RDC parce que le service de migration, depuis un certain nombre d'années, travaille bien ensemble. Parce que ça, tout le monde veut que cette migration organisée avec des règles, avec des législations qui sont suivies. Et ça, c'est pour nous le plus important. C'est que aussi la procédure d'asile, ce qui est une demande de protection, que les gens demandent de protection sur base du Convention de Genève de 1951, que cette procédure n'est pas abusée. Parce qu'il y a d'autres gens, d'autres pays qui ont peut-être besoin de cette protection. Et leur faire attendre parce qu'il y a des nationalités qui ne méritent pas
Ça, c'est injuste. Et en termes d'encadrement, puisque ça ressort de votre compétence, madame, est-ce qu'il y a un service d'encadrement de ces demandeurs d'asile ou peut-être vous leur apprenez quelles sont les procédures normales à suivre si vous voulez réellement rester en Belgique? Ouais, tout d'abord, il faut avoir un visum pour venir chez nous et ça, c'est bien réglementé. Il y a des règles, il y a des conditions pour avoir un visa. C'est possible quand on a trouvé déjà un travail, si on veut étudier, si on veut faire une visite chez nous. Mais seulement, il faut retourner aussi. Pour le reste, il y a les conditions de demandeurs d'asile qui sont examinées au cas par cas par notre commissariat général, qui est une instance d'asile indépendante. Et si on prenait en général des chiffres par rapport à la population globale de la Belgique, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres assez précis en matière de démographie pour différencier en termes des catégories, des populations jeunes, des populations vieilles? Ça, c'est d'abord par rapport à la Belgique elle-même. En Belgique, c'est plus une pyramide. Notre situation démographique, c'est plutôt un champignon. Ça veut dire qu'il y a peu enfants. Ce n'est pas une pyramide comme ici. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'on a 1 sur 5 personnes qui sont plus âgées que 65. Et peut-on dire que cette population-là est vieille? Oui, il y a sûrement le vieillissement de la population. Mais puisque la population est vieille, avec environ 11 millions d'habitants, en général en Belgique, est-ce qu'à la longue, vous n'envisagez pas avoir une migration choisie, comme le Canada ou les États-Unis l'ont fait avec la dévéloterie, avec certaines autres structures qui accompagnent des gens qui veulent bien immigrer dans les pays de l'Amérique? Mais une migration légale peut être contrôlée et orchestrée par l'État qui en a besoin, sûr. Et l'Europe pratique maintenant déjà des règles pour ça. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, qu'il y a déjà des moyens de venir chez nous légalement, mais quand on le fait par des voies illégales, c'est pas la même chose. Et j'aimerais quand même qu'on puisse voir ensemble avec vous comment vous faites en aval, c'est-à-dire en Belgique, et aussi en amont, en République démocratique du Congo, pour trouver des solutions durables à ces phénomènes de migration clandestine. On est d'abord venu ici pour parler avec les autorités ici, pour trouver ensemble des solutions, mais aussi pour avoir l'échange des pratiques entre l'Office chez nous et le RDG ici, qui sont des partenaires, des collègues. Et au niveau de la Belgique, qu'est-ce que vous faites? Au niveau de la Belgique, par rapport à cette situation, par exemple au niveau du gouvernement, quelle est la politique de migration que vous avez on a mené maintenant depuis 2 ans une politique très humaine mais aussi très correcte. Ça veut dire qu'on examine au cas par cas toutes les demandes d'asile très très vite. Dans 3 mois maintenant, c'est très vite que les gens savent qu'ils peuvent rester ou ils doivent quitter. Mais aussi correct, ça veut dire s'ils doivent quitter, ils doivent quitter. Ils doivent quitter, il y a eu des rapatriements, n'est-ce pas? Voilà, mais tout d'abord, il faut le dire qu'on a augmenté le retour volontaire par plus que 40% pour tous les pays, mais seulement qu'on voit que les gens d'origine de République démocratique du Congo n'ont pas beaucoup envie d'accepter le retour volontaire. Et là, c'est évidemment le retour forcé. Il faut le dire que quand on accepte un retour volontaire, il y a beaucoup d'avantages. On n'a pas l'interdiction de revenir en Europe. Il y a la possibilité d'avoir un prime de réintégration et c'est vraiment l'avantage. Mais est-ce que les Congolais sont favorables à ce retour
volontaires? Non, pour le moment, les Congolais n'ont pas beaucoup de réponses pour le retour volontaire. Parce qu'ils savent notamment que les conditions dans lesquelles ils reviennent ne vont pas leur permettre de continuer avec la même vie qu'ils avaient, le niveau de vie qu'ils avaient au niveau de la Belgique. Monsieur Freddy? Non, je ne pense pas ils ne sont pas encore tout à fait convaincus que le retour est impossible à éviter. Et c'est d'abord le retour volontaire, mais si le retour volontaire ne marche pas ou n'est pas pris, et pour les ressortissants congolais c'est souvent le cas, à ce moment c'est le retour forcé. Et comme vous dites, le rapatriement, on va en faire dans le futur parce que c'est nécessaire. C'est aussi injuste et c'est pas correct vis-à-vis des gens qui quittent quand même, parce qu'il y a aussi un nombre qui donnent suite à un ordre d'équité des territoires, qui décident eux-mêmes de partir parce que l'État belge leur a dit qu'ils devaient le faire. Il y a maintenant des policiers au niveau de la Belgique qui vont de porte à porte pour contrôler s'il y a normalisation ou non, par exemple des couples, au cas où ce n'est pas le cas, vous êtes directement en clandestinité. Non, on ne fait pas de rafles comme ça. Ce qu'on fait, et ça c'est quelque chose quand même qu'on fait depuis au moins 2 ans, c'est de suivre plus correctement et aussi plus efficacement le suivi d'un ordre d'équité des territoires. Ça ne sert à rien d'avoir une procédure administrative quand après on ne suit pas le résultat. Dans le cadre de l'asile, mais aussi dans le cadre d'autres procédures, au moment que les gens reçoivent une décision négative, on leur donne un délai, première étape, on leur donne un délai, s'ils le prennent, tant mieux. On leur donne la possibilité d'avoir un retour volontaire aussi. Comme Madame le secrétaire d'État, les chiffres sont augmentés énormément, mais s'ils ne prennent pas, la 3e étape sera au moment qu'un policier leur contrôle, ils n'ont pas de document de séjour, ils risquent d'être mis dans un de nos centres fermés en vue d'un rapatriement. Mais est-ce que ce rapatriement-là s'est fait dans des bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont le temps de se préparer ou c'est un jour la police débarque devant la maison et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est dans l'avion directement? C'est certainement pas dans l'avion directement. Ils ont le temps de se préparer. On doit faire un certain nombre de procédures et les conditions sont le plus humaines que possible. On a installé en Belgique un certain nombre d'instituts qui contrôlent ça et on a toujours des rapports positifs de ça. Et qu'est-ce que vous préconisez? J'aimerais quand même que Madame la secrétaire d'État y réponde en premier. Qu'est-ce que vous préconisez pour décourager ce phénomène de migration illégale? C'est-à-dire qu'ils ont des faux espoirs pour venir dans notre pays pour un séjour en irrégularité. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir qu'ils seront jamais régularisés et qu'ils auront un permis de séjour. Et par rapport au nombre des Congolais, même des étrangers qui vivent en Belgique, est-ce qu'il y a une répercussion sur l'économie de votre pays? Il y a 50 000 personnes d'origine congolaise dans notre société qui sont bien intégrées, bien sûr, mais ce sont ceux qui sont venus par des voies légales. Et ceux qui vivent dans cette voie illégale, est-ce qu'ils ont quand même des effets néfastes sur le cours normal de la vie en Belgique ou ils passent inaperçus par moment? Bien sûr, ils n'ont pas le permis pour travailler. Ça peut créer des circonstances pénibles pour vivre. C'est eux-mêmes, ils sont les premières victimes. Alors, la dernière fois, lors de votre conférence de presse, aujourd'hui, vous paraissez quand même assez timide, alors que la première fois que je vous ai vu parler, c'était lors de cette conférence de presse. Vous étiez très direct pour dire qu'il n'y aura pas de négociations sur ces plans. Quand on est dans la clandestinité, il faudrait retourner dans son pays d'origine et pour prendre des précautions en amont, c'est-à-dire pour que les gens n'aillent pas demander l'asile quand ils se retrouvent en Belgique. Il faudrait une sensibilisation au niveau des médias, au niveau de chaque pays. Il faut utiliser certaines méthodes pour prévenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes déjà à pied d'œuvre par rapport à cette stratégie-là? Cette stratégie apporte avec les autorités et avec les médias locaux, non seulement en Congo, aussi dans d'autres pays,
On a déjà fait plusieurs campagnes et les chiffres diminuent. Les gens sont plus conscients qu'introduire une demande d'asile en Belgique, c'est quelque chose, quand ils n'ont pas de persécution réelle, c'est quelque chose qui ne peut pas aboutir personnellement. Comme mon langage était il y a 6 mois un peu plus direct, peut-être par le fait que maintenant on était 2 et on a divisé un peu le travail. Voilà, que vous vous retrouvez à côté de Madame la secrétaire, donc vous laissez plus prendre la parole. C'est ça qui justifie votre timidité aujourd'hui? Non, je pense que Madame la secrétaire d'État, vu ses compétences qui sont plus larges que seulement l'Office des étrangers, sait expliquer ça plus correctement que moi. Mais elle a la compétence pour suivre les ordres de quitter le territoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose que l'Office fait, que mon institut fait. Aussi, les gens préparés pour le rapatriement, c'est l'Office qui fait ça. Et on essaye de faire ça le plus efficacement que possible, le plus efficient que possible, mais quand même dans des conditions humaines. Magie Desbouques, qui peut demander l'asile en Belgique? Quelles sont les conditions, selon vous? Ce sont les gens qui ont vraiment envie d'avoir notre protection pour des raisons politiques, et ce sont des raisons qui se trouvent dans la Convention de Genève. Et ça, c'est la seule règle que le commissariat général prend pour prendre les décisions au cas par cas. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus des demandeurs d'asile qui ont des raisons qui ne sont pas assez politiques, parce que dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, ça marche quand même qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mais on voit que plus que 90% est rejeté de demandes. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont venus chez nous pour des autres raisons. Mais comment ils se retrouvent justement chez vous jusqu'à en arriver à entamer cette procédure-là? Comment ils se retrouvent chez nous? Ces gens qui demandent aujourd'hui l'asile, comment ils se retrouvent en Belgique alors que vous pouviez Ils sont venus, oui. Ils ont utilisé leur visa à des fins pour lesquelles le visa n'est pas destiné. Le visa, c'est par définition un court séjour, c'est un délai limité. Au moment que les gens ont un visa pour visite familiale, pour affaires, pour tourisme, mais ils ne font pas ça. Ils introduisent directement une demande d'asile. C'est un moyen d'arriver. Un autre le fait par de faux documents ou par utilisant des documents vrais appartenance à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui traversent toute l'Europe, qui traversent la Méditerranée, justement pour arriver en Europe, en Belgique, dans le cadre des Congolais, par des moyens extrêmement dangereux. Tout ça, c'est l'amalgame qui fait qu'on a plus ou moins 100, 120, 130 demandeurs d'asile congolais par mois. Mais quand même, par rapport à l'usage des faux documents, usage de faux, est-ce que vous avez un moyen assez facile qui vous permet de détecter si, déjà par exemple au niveau de l'aéroport, c'est un faux visa et que vous puissiez directement faire un refoulement par exemple? Oui, là on essaye de former des experts. Ça c'est au niveau de la Belgique? C'est au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau du RDC, parce que les gens du 10e ont reçu une information hier et avant-hier. C'est au niveau du compagnie aérienne. Les gens qui font pour Air France, pour SNBA, le check-in doivent aussi être capables de constater, par exemple, dans un passeport que la photo a été changée, qu'un document de voyage est un document qui n'existe pas, qui n'est pas du tout réel, est tout à fait fabriqué. Toutes des falsifications assez évidentes. Au moment qu'on fait attention et au moment qu'on a une connaissance de base, sont relativement faciles à établir. J'ai même appris qu'il y a des Congolais qui font des réservations au niveau des hôtels et quand ils arrivent, ils annulent cette réservation, ils se rendent au niveau des familles et qu'il y a une police assez formée maintenant pour détecter ces genres de clandestinités. Oui, ce qu'on veut, c'est que les gens sont honnêtes. Au moment que les gens veulent rester chez leurs membres de la famille, ils doivent le dire. Ils ne doivent pas inventer une histoire avec une réservation d'hôtel, avec un voyage de tourisme, avec un certain nombre de villes belges qu'ils vont visiter. Au moment que le but réel du voyage, par exemple, visiter un membre de leur famille. Parce qu'à ce moment, au moment qu'on commence de mentir sur ça, ça n'a pas de fin et ça crée une confiance, une sorte
de méfiance. Et ça, c'est pas correct, parce que si la méfiance sur le but du voyage est créée... Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes aussi trop dur au niveau de la livraison des visas ici à Kinshasa que les gens commencent à trouver des raisons? Non, pas du tout. Il y a les règles. On a créé, enfin, on travaille bien dans la maison de Schengen vraiment pour donner les visas dans des conditions assez confortables, mais aussi, comme M. Rosemont dit, il faut être honnête, et dès qu'on voit qu'il y a des faux documents, des fausses attestations, des éléments qui sont frauduleuses, c'est évident que les visas sont refusés. Il y a un abus de visas dans notre pays, et ça, on ne peut pas mériter. Mais les Congolais pensent aussi, par rapport à l'histoire qui nous lie à la Belgique, il devait avoir plus des faveurs dans ce domaine-là. C'est très important qu'on traite tous les gens de quel pays d'origine de la même façon. Et c'est ça ce qu'on fait. Et c'est le plus de respect qu'on peut avoir pour les gens, de les vraiment traiter par des façons égales. Des façons égales. Aujourd'hui, les partis de l'extrême droite de l'Europe, qui sont notamment l'Italie, la France, l'Autriche, font un front commun contre la politique d'immigration européenne. Ils qualifient de malheur pour le vieux continent. Est-ce que selon vous, c'est une solution fiable ou c'est une remise en cause du système Schengen? Non, je pense que dans l'Europe, avec les pays que nous sommes en réunion chaque 2 mois et à Luxembourg ou à Bruxelles, qu'il n'y a pas de problème. Il y a une directive qui a été revue pendant 2 ans maintenant, la directive européenne sur l'asile et migration, et où il y a vraiment un consensus. C'est vrai qu'il y a des groupes politiques extrémistes par la gauche et par la droite, mais ce n'est pas la politique de l'Europe. Et quelle est la position justement de votre gouvernement par rapport à ce front commun de ces pays de l'extrême droite de l'Europe? Mais nous menons une politique humaine et correcte. Ça veut dire humaine, ça concerne tous les gens de tout le monde qui ont envie de migrer vers notre pays. Alors il y a des façons légales, et quand ils font autrement, il y a les lois et les règles et les conventions internationales qu'il faut respecter. Et c'est ça ce qu'on fait. Et c'est ça ce que j'appelle être correct. Des étudiants, par exemple, est-ce qu'ils ont vie facile par rapport à leur séjour au niveau de la Belgique? Est-ce que vous n'avez pas aussi des problèmes avec ceux qui demandent des visas d'études et qui, par moment, s'imposent et demandent des asiles aussi? Écoutez, on peut penser quand il y a des étudiants qui ont envie de venir étudier chez nous, et j'en ai eu tellement beaucoup de Congolais comme médecins, il y en avait beaucoup dans les hôpitaux de Bruxelles, mais il faut étudier, il faut avoir les résultats. S'ils n'ont pas des résultats, ils ont des autres motifs pour venir chez nous, alors on peut les refuser leur titre de séjour, c'est évident. Vous avez en votre charge, Madame, l'intégration sociale. Comment vous définissez au niveau du gouvernement ce terme-là d'intégration sociale? L'intégration sociale, c'est pour toute la population de la Belgique. C'est vraiment l'inclusion des gens. Il faut les aider, les activer, les aider à travailler, donner vraiment une façon de vivre humaine. C'est ça, c'est pour toute la population. Et c'est vraiment une compétence très, très importante. C'est pas tâche facile. Surtout face à la crise sociale qui grogne en cet instant en Europe, par exemple. Mais c'est une crise financière et économique qui a vraiment attiré notre pays très gravement. Alors, ce sont des conditions plus difficiles parce qu'il y a moins de travail pour le moment. Il n'y a pas de croissance économique. Il y a des conditions qui sont vraiment pas favorables dans notre pays aussi. J'aimerais
J'aimerais que vous puissiez, en termes de proportions liées à la population, c'est combien d'étrangers qui vivent en Belgique aujourd'hui en général, et parmi eux, les Belges congolais, ils sont combien? C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule nationalité, les Belges d'origine congolaise, bien sûr. On a en Belgique une population de 11 millions. 1 million sont des non-belges, ça veut dire des gens... Des étrangers. Des étrangers, un grand parti de l'Union européenne, mais un autre parti quand même entre 400 et 500 000 venant de... Pour nous, les Congolais d'origine belge sont considérés comme belges. Les 50 000, ce sont des Congolais qui ont encore la nationalité congolaise. Alors, quelles sont les conditions pour avoir, par exemple, une nationalité belge? Là, le Parlement belge a changé la législation avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette année, début cette année-ci, où les conditions pour obtenir la nationalité sont quand même durcies, sont changées, sont devenues plus sévères. Le plus grand changement, c'est que maintenant l'intégration est de nouveau un élément très important et que le délai nécessaire de séjour doit être au moins 5 ans avec un séjour illimité. Parce qu'en Belgique, il y a un système double, séjour limité ou séjour illimité. Par exemple, un étudiant va avoir un séjour limité parce que le séjour, c'est limité à ses études. À ses études, au nombre d'années d'études. Oui. Est-ce que cette nationalité-là est exclusive? Il faut aussi avoir un travail, travailler chez nous, participer à notre vie professionnelle. Et le Parlement a vraiment... voter des règles, des lois plus strictes pour éviter des abus. Aujourd'hui, on parle plus de la migration illégale par rapport aux Congolais qui ont excellé avec des chiffres, c'est quand même trop, 1200 Congolais demandeurs d'asile par an, il faut le dire. Mais ceux qui sont déjà là-bas, qui ont la nationalité belge, ils ont quand même un apport positif aussi quand même, Monsieur Rosemont? Ah oui, naturellement, ce sont des Belges comme tous les autres Belges, avec tous les droits et toutes les obligations. Naturellement, ce qu'on aimerait bien d'eux, c'est de ne pas rencontrer des histoires à leurs compatriotes qui sont encore, ou leurs ex-compatriotes qui sont encore en RDC. Il faut décrire la situation réelle d'un demandeur d'asile. Ça veut dire pas à la maison, pas l'argent, pas du travail. C'est un accueil, mais un accueil dans un centre collectif. D'une part, la responsabilité incombe aussi à ceux qui ont eu la nationalité belge et qui ne disent pas toujours la vérité à leurs frères congolais. Oui, parce que souvent, les gens miroitent la situation un peu trop positive. Avec des photos devant une limousine. C'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, madame? On entend que les jeunes gens qui sont chez nous, qu'ils ont vraiment des faux espoirs et quand ils se trouvent dans nos centres d'accueil collectif, qu'ils ont vraiment étonné qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ils n'ont pas de vie privée, qu'ils sont là pendant la période qu'on examine leurs demandes et qu'ils sont très étonnés de se retrouver dans des conditions comme ça au lieu de dans une maison et tout ce qu'on lui a raconté. C'est vrai. En termes de coopération ou sur le plan diplomatique, aujourd'hui, vous confirmez que les relations sont au beau fixe, les stratégies sont retenues ensemble avec le gouvernement pour lutter contre ces phénomènes, madame? Oui, bien sûr, parce qu'on a eu des contacts ici avec le vice-premier ministre d'Affaires intérieures et d'Affaires extérieures, étrangers, oui, et aussi pour nous en parler, pour éviter ce phénomène de migration illégale, parce que ce sont les victimes, les gens qui sont venus dans notre pays avec des faux espoirs, ils sont plutôt les victimes des rumeurs, des histoires où on pense que la Belgique, c'est l'Eldorado de l'Europe et c'est pas vrai du tout. Vous nuancez ou vous direz autre chose que madame? Non, c'est tout à fait vrai. Chez moi, au moment que les gens viennent introduire leur demande d'asile, le premier jour, on a beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils attendaient quelque chose tout à fait autre, beaucoup plus riche, beaucoup plus favorisant pour eux. La réalité est une réalité qu'on essaye
de prendre une décision le plus vite que possible, que pour eux, c'est souvent, pour ne pas dire tout à fait négatif, et qu'en attendant d'une décision, ils restent avec quelques centaines d'autres dans un centre d'accueil collectif. Et tout ça, c'est visible. On voit que les gens sont désespérés parce qu'ils avaient attendu tout à fait autre chose. Moi, j'ai quand même une crainte qu'il y ait une crispation par rapport à l'octroi des visas au niveau de l'ambassade de Belgique, parce que ce n'est pas écrit sur les visages de quelqu'un qui va revenir ou pas. C'est pas facile de le découvrir, mais du moins, si quelqu'un répond aux conditions que vous avez requis au niveau de l'ambassade, ça peut marcher. Mais est-ce que dans l'avenir, s'il n'y a pas les résultats escomptés, ne pensez-vous pas qu'il y aurait moins des touristes, par exemple, qui vont en Belgique, il y aurait moins de visiteurs? Ça va frustrer les deux côtés, n'est-ce pas? Pour ça, c'est très important que les gens sont honnêtes, que nous, on donne le visa et nous sommes vraiment sûrs qu'ils sont de retour dans quelques jours, dans quelques semaines, comme c'est prévu dans les conditions des visas. Mais vraiment, on ne peut pas verrouiller ou non, devenir très dur. On ne peut pas faciliter les visas quand il y a encore beaucoup d'abus de visas et dès qu'on se trouve dans notre pays par un visum touristique ou d'affaires ou d'étudiants, qu'on demande quand même l'asile, c'est l'un ou c'est l'autre. Aujourd'hui, au niveau de l'ambassade, il y a quand même un système où, je pense au niveau de la représentation diplomatique de la Belgique ici en RDC, où après avoir octroyé un visa, les gens qui reviennent doivent venir se présenter pour signifier qu'ils sont revenus. Certains trouvent que c'est embêtant, mais est-ce que c'est pour tous les cas que vous avez cette exigence-là où il y a quand même des exceptions, où il faut avoir beaucoup plus d'attention? C'est pour des cas où initialement on a des doutes que les gens vont revenir après le délai de leur visa. Mais c'est aussi à l'avantage des gens parce qu'au moment qu'ils montrent qu'ils sont en effet revenus pour une prochaine demande, ça peut être plus souple. Parce que personne a quelque chose contre les gens qui voyagent. Au contraire, on aime bien les gens qui voyagent, qui font du tourisme, qui font des achats, qui viennent faire des dépenses à Bruxelles. Ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. En effet, parce qu'à ce moment, ça va être plus facile pour les prochaines demandes, pour avoir un visa multiple entrée ou une durée plus longue, au moment qu'on a confiance que les gens respectent le délai et reviennent après. Et là, parfois, oui, en effet, ils doivent se présenter pour montrer qu'ils sont là. Madame Magie Debouc, on pense vous revoir très bientôt pour nous dire que la campagne que vous avez menée ici en RDC a porté des fruits. Pouvez-vous vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour? Je veux vous remercier pour l'occasion de parler aux télévisions, à la population congolaise pour vraiment donner l'information quand on peut venir en Belgique, c'est par des voies légales et surtout pas par des voies illégales. Monsieur Freddy Rosemont. Moi, je reviens de temps en temps. Oui, on a l'habitude de vous voir. Oui, mais parce que la collaboration avec le DGM, pour nous, est important. Parce que le lien humain et les liens professionnels sont fort liés et parce qu'on travaille mieux ensemble avec des gens qu'on connaît. Ça c'est clair. Mais j'espère que la prochaine fois, je ne dois pas donner une conférence de presse pour dire les chiffres de demande d'asile congolaises sont quand même encore tellement hauts. On a d'autres sujets à parler, on a d'autres domaines à explorer en place que ça. Alors, c'était là l'interview avec deux invités sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes Madame Magie Debouc, vous êtes secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et à côté de vous, le directeur général de l'Office de l'étranger, Monsieur Freddy Rosemont. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau.
Pour nous aussi. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'interview. Vous avez suivi Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Les réalités ne sont pas toujours celles que nous avons dans nos têtes, celles que nous imaginons. Il faudrait bien respecter les normes pour vivre en Belgique, pour avoir un asile, pour demander un visa. Tout ça, il faudrait avoir l'information. Et voilà de quoi a servi cette émission. Ce soir, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission avec, bien entendu, d'autres invités.